Bienvenue dans un tout nouveau vlog livresque en mode tenue de soirée comme vous êtes maintenant rendu habitué. Alors voilà, on se passe ça cette nouvelle semaine-là de lecture. Est-ce que j'ai des plans? Quand même. Je sais pas si je vais y arriver, mais j'aimerais refaire un peu les mêmes formules que j'ai faites dans d'autres vlogs, c'est-à-dire d'avoir une lecture audio qui pourrait cohabiter avec le fait que je lis un autre livre papier en même temps. Donc, j'ai quand même des possibilités. J'ai eu un flash soudain parce que j'avais demandé un livre audio à la bibliothèque, un livre audio numérique, puis je l'ai reçu, puis je me suis dit, ah, pourquoi pas. Donc, c'est ce que potentiellement j'aimerais lire en livre audio cette semaine, c'est The Martian Chronicles de Bradbury. Donc, ici, c'est chez William Morrow. Et c'est évidemment Ray Bradbury qui est connu pour Fahrenheit 451. Est-ce que je dis n'importe quoi? Le livre où les livres brûlent. Il me semble que c'est ça. Voyons, gros blanc d'amour. Je devais avoir une liste de ces livres. Fahrenheit 451. Donc, il est plus connu pour celui-là, Ray Bradbury, mais The Martian Chronicles, j'avais envie de le lire parce que j'avais lu ses short stories, puis j'avais trouvé ça que c'était super intéressant. Puis celui-là, en fait, il a été bâti. C'était au départ un ensemble de nouvelles qui se passaient sur Mars. Martian Chronicles. Ou Chronicles, je pense. Mais finalement, de ce que j'ai vu dans le fond, ce que j'ai compris, c'est que c'est l'éditeur qui a décidé de l'éditer a dit, ben il faudrait que tu fasses comme un fil rouge entre tes nouvelles, puis finalement, c'est devenu ce livre-là. J'aurais bien envie de le lire. Dans le fond, je vais vous lire en anglais juste l'accroche qui est en haut, excusez mon accent, puis je vais essayer de vous le traduire en simultané. Ça dit à l'arrière: Mars was a distant shore, and the men spread upon it in waves, each wave different, and each wave stronger. Donc, Mars était un rivage très distant et les hommes se répandaient sur le rivage en vagues. Chaque vague était différente et chaque vague était de plus en plus forte. Donc, c'est super intéressant. J'ai vraiment envie de potentiellement découvrir ça. Je vais sans doute l'écouter en livre audio. C'est des nouvelles en même temps. Si un fil rouge trop important, peut-être que j'arriverai pas à lire d'autres livres papier avec, mais j'aimerais ça essayer. Parce que techniquement, ce que j'aurais aimé lire en parallèle, c'est en fait, voilà, je vais le dire, c'est le fameux Le cimetière de la mer d'Aslak Nord, dont j'avais parlé il y a quelques vlogs, et qui est un roman norvégien dont je vais vous relire la 4e de couverture, juste pour un rappel, mais techniquement, j'en ai déjà parlé. La famille Falk compte parmi les plus puissantes de Norvège. Le suicide de Vera Lind, la matriarche de la lignée, pourrait toutefois entraîner l'effondrement de leur empire. Elle laisse derrière elle de nombreux mystères. Sacha, sa petite fille, part à la recherche de son dernier manuscrit, resté inédit, qui raconterait le naufrage d'un express côtier pendant la Seconde Guerre mondiale, englouti avec les secrets de la jeunesse de sa grand-mère. Désobéissant aux ordres de son père, Sacha s'allie à son cousin de Bergen et à l'impénétrable Johnny Berg, un ancien agent des services de renseignement norvégien, pour découvrir cette vérité cachée au fond des eaux. Donc, ça a l'air comme super intéressant. Puis, c'est ça. C'est juste que celui-là, il n'existe pas. En tout cas, je ne l'ai pas trouvé encore en numérique en français. Puis, je ne l'ai pas trouvé non plus en audio numérique non plus. Fait qu'il faudrait vraiment que je le lise en papier. Donc, j'aimerais ça faire audio et papier, potentiellement. Mais aussi, j'aimerais commencer en fait la lecture commune du club de lecture d'Alex Bouquin Prada qui, en ce mois de la fantaisie, selon Steph de Piketty, est en fait un roman de fantasy, et moi et le fantasy, vous le savez, mais c'est un fameux, un auteur que je vais super gros passer, mais que moi ça me parle moins, mais bon, je me dis qu'en tant que bibliothécaire, c'est bien, je vais comme au moins en avoir lu un titre, et c'est Brandon Sanderson, et c'est un de ses, je pense que c'est la série des Secret Novels, ce que j'ai compris, et c'est Tress of the Emerald Sea. Donc, moi ici, je le lis en version originale, mais en français, c'est Tresse de la mer d'Émeraude, je crois. Et voilà. Et je ne sais rien du tout
de ce livre-là, Alex nous avait mis, Alex Buchanan-Prada nous avait mis un petit résumé. Puis c'était sous forme de vote, dans le fond, parce que c'est pour les Patreons. Mais puis ben, dans le fond, je me suis dit que je pourrais, pourquoi pas, essayer d'y aller avec la famille, comme on dit. Mais évidemment, on est vraiment dans la fantasy pure. Donc celui-là, je pourrais l'avoir en niveau 2. Donc peut-être que je pourrais commencer par Martian Chronicles. Avec peut-être la cimetière de la mer, puis peut-être au moins entamer celui-là quand j'aurai accès au niveau 2 aussi, mais je pourrais le lire en parallèle. Gros projet, gros projet. Sinon, j'aimerais quand même ça lire les 2 petits achats que j'ai fait récemment en québécois, dans les nouveautés québécoises que j'ai faites lors du 27 avril, la journée des librairies indépendantes canadiennes. Donc, pour rappel, donc Mon tourbillon invisible de Sophie Gagnon-Roberge et To-Do List pour les jours tristes de Lauriane Charbonneau. Donc, ces 2-là, j'avais vraiment envie de les lire. J'en avais parlé dans les derniers vlogs. De toute façon, si jamais je les lis, je vais vous les représenter. Donc, ça, j'aimerais peut-être ça les lire aussi. Donc, quand même, un peu des gros projets, un petit peu intense peut-être pour la semaine qui s'en vient, mais écoutez, qui ne risque rien à rien. Donc, ça serait quand même une bonne pile si jamais j'arrive à lire ça. On va être content, mais on verra. Sinon, je voulais aussi vous montrer que j'ai reçu enfin, parce qu'il y a eu une saga avec cette pochette-là, parce que d'habitude, j'ai aucun problème avec les envois internationaux qui viennent de la boutique de Steph de Piketty, mais là, cette fois-ci, c'est pas de la faute de Steph de Piketty du tout, c'est la Poste française qui a comme le suivi a figé pendant 2 semaines, puis finalement, c'est arrivé chez moi alors que ça disait encore que c'était dans le système en Europe. Mais c'était trop cool. C'est la collection que Steph de Piketty a faite avec Adèle Chat, la créatrice, l'illustratrice, autour de Jane Austen. Puis j'ai pas vraiment pu comme, ne pas craquer sur celle-là. Je l'avais montré en story, là, mais ça, c'est un modèle que j'avais vraiment beaucoup aimé. Donc, c'est Jane Austen, Barely Tolerable, évidemment, en citation. Et ici, c'est Society of Obstinate and Headstrong Girls. Comme je suis moi-même, même si je n'avais pas été une fan de Jane Austen, une obstinate and headstrong girl, je me suis dit que je pouvais bien quand même y avoir. Donc ça, c'est le design de Adelcha, mais en fait, Steph de Piketty en a fait aussi une pochette, puis ce que je trouve super cool, c'est qu'il y a comme un petit intérieur ici fleuri, fait que ça fait très joli. Donc, j'ai quasiment peur de l'utiliser, mais c'est une pochette giga grand format. Donc, si jamais je lis Brandon Sanderson, il va, je crois, rentrer. Et voilà, avec en plus du jeu, voyez-vous. Donc, peut-être que c'est un signe. Alors, très longue introduction pour finalement tout simplement lancer ce nouveau vlog livresque. Alors, ben voilà. Pour nous, il nous reste seulement qu'à se dire, allez, on se lance ça, c'est parti!
Coucou! Alors, c'est la petite chronique du repas du vendredi après-midi. Donc, pour vous parler de la lecture que j'ai terminée finalement dans le train. Donc, Mon tourbillon invisible de Sophie Gagnon-Roberge. C'est chez Héritage Jeunesse dans la collection Unique. Et comme vous le savez, je vous parle souvent de cette collection-là. J'aime vraiment beaucoup. C'est habituellement une collection qui propose des petits opuscules en vers libre avec une mise en page qui se veut évocatrice des émotions qui sont ressenties par le narrateur ou la narratrice. Et ça va souvent aborder des sujets qui sont particulièrement, qui touchent particulièrement les adolescents ou les enfants, plus les adolescents, mais on est vraiment beaucoup dans mon Dieu, ça peut aller de troubles de santé, de questionnements par rapport à l'orientation sexuelle ou à l'identité de genre, du racisme. Il y a plein de choses qui sont abordées, du suicide. Et dans celui-ci, en fait, ce qu'on va aborder, Mon tourbillon invisible, c'est... je vais vous relire la quatrième. Je me souviens pas si je l'ai lu en début de... Je pense pas. Je vais vous lire la quatrième rapidement. Chaque jour, je dégringole. Mon horaire se remplit de cases qui me font perdre le rythme. Mes pensées cabriolent, formant un tourbillon invisible. Personne ne comprend ma fatigue, ni pourquoi je m'épuise. Donc ici, la narratrice nous narre l'entrée au secondaire d'une jeune fille qu'on finit par comprendre potentiellement qui fait un peu un lien quand même finalement avec le contexte de l'autrice et de sa fille, mais bien sûr que c'est de la fiction. Donc, c'est l'entrée d'une jeune fille au secondaire qui se sent soudainement submergée par le trop de qu'est-ce qu'il y a, c'est-à-dire beaucoup de profs, beaucoup de stimuli, beaucoup d'échéances, comme beaucoup de choses à gérer en même temps. Et puis, elle se rend compte qu'elle a comme de la misère, de la difficulté en fait à y arriver sans être en hyper-vigilance complètement. Puis en même temps, ça l'épuise complètement. Puis bon, et tout ça. Puis là, ben, l'année avance. Puis éventuellement, elle se rend compte qu'elle fait comme un focus un peu sur la matière en tant que telle, l'école en tant que telle, les moments qu'elle préfère, ça va être les moments où elle est avec ses amis ou est-ce qu'elle a comme pas en tête en fait l'école. Puis elle n'a pas de la difficulté globalement, mais elle a comme des matières où elle est vraiment bonne. Dans ce cas-ci, c'est le français et les arts, mais pour le restant, ça rentre pas. Puis c'est comme si devant l'ensemble de tout ce qu'elle aurait à faire pour que ça aille mieux, elle est comme figée, elle est comme elle n'est pas capable de rien faire, elle a comme trop de choses à faire. Puis on va suivre en fait le questionnement de cette jeune fille-là par rapport à elle-même. Elle va se demander qu'est-ce qui se passe avec elle, comment ça se fait qu'elle est comme ça, pourquoi les autres y arrivent, qu'est-ce qu'elle a, est-ce que c'est parce qu'elle n'est pas intelligente et tout. Puis éventuellement, elle va faire une rencontre dans le livre qui va être une enseignante qui va l'introduire en fait potentiellement la possibilité qu'elle soit... Excusez-moi, j'ai été distraite parce que mon petit chien se promenait, j'avais peur qu'il soit tout seul. Donc, la possibilité que potentiellement, peut-être que les affaires que les manifestations qu'elle avait, elle, ça pourrait peut-être faire référence un peu aux troubles de déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Puis ce qui est intéressant dans cet opuscule-là, c'est qu'on va vraiment voir ça du point de vue de la jeune fille qui évolue dans un monde où elle est familière avec le fait qu'il y a des gens qui ont différents potentiellement troubles d'apprentissage ou troubles en vieillissant du développement. Puis pour elle, les TDAH, c'est des gens, elle les appelle les H, c'est des hyperactifs qui n'arrêtent pas de bouger tout le temps, qui ne sont pas capables de tenir en place et tout. Donc on est quand même aussi dans la perception peut-être de la société en général, mais de la jeune fille qui est pas, c'est pas pour mal faire, mais elle a quand même comme un peu des préjugés, comme on en a peut-être potentiellement tous quand on ne connaît pas nécessairement la réalité. Puis pour elle, c'est tellement pas quelque chose qui correspond à comment elle se sent puis comment elle gère. En fait, que ça ne représente pas qu'est-ce qu'elle perçoit de son incapacité à fonctionner en ce moment, parce que c'est une petite fille tranquille qui parle pas trop, qui est avec ses amis, mais qui n'est pas en mode continuellement en mouvement et tout. Et éventuellement, elle va prendre la décision, après un bon moment, on va la suivre au niveau de tout ce que ça va générer chez elle, d'anxiété, de questionnement, d'émotions fortes, de se poser la question qu'est-ce que je fais, est-ce que j'en parle à mes parents ont des attentes super élevées, comment ils vont me percevoir et tout. Puis surtout, l'espèce d'incrédulité de se dire c'est sûr que ça peut pas être ça, je suis pas comme ça, je suis pas hyperactive, j'ai pas de... Et finalement, on va prendre la décision d'en parler à ses parents et ses parents
vont finir par l'accompagner dans le test et on va finir par comprendre que, en effet, elle a eu un diagnostic de trouble de déficit de l'attention avec hyperactivité. Là, je vous ai tout raconté parce que dans le fond, ce qui est important, c'est pas tant le quoi, mais le comment c'est raconté. Puis ce que j'ai surtout apprécié là-dedans, c'est quelque chose de peu exploré. C'est que c'est évidemment le trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Il y a autant de manifestations que de personnes, évidemment. Là, il y a des symptômes généraux, mais chaque personne, c'est différent. Mais de ce que je comprends là, c'est que ça met de l'avant les manifestations qui se présentent chez des filles. Et puis les filles vivant avec un TDA ou TDAH, leurs manifestations ne sont pas les mêmes que pour les garçons. Donc, l'hyperactivité se manifeste peut-être pas nécessairement de la même façon que pour les garçons. Donc, j'ai trouvé ça super intéressant parce que ça amène tellement un angle différent sur ce trouble d'apprentissage-là, un peu de trouble envahissant, que en fait, ça fait se poser des questions. Moi, en tant que fille, je pense pas que j'ai nécessairement ça. Il y a des caractéristiques que j'ai pas systématiquement, mais en même temps, pourquoi pas. Puis on voit souvent, en fait, même de plus en plus ces temps-ci, j'ai trouvé des diagnostics tardifs de troubles de TDA ou TDAH et même de troubles dans le spectre de l'autisme. Chez les femmes, parce que vraiment, les manifestations sont différentes. Donc ça, je trouvais que ça amenait vraiment aussi une dimension particulière par rapport à la perception de la société par rapport à un type de trouble. La perception, le fait qu'en fait, on oublie que finalement, chaque personne, ça peut être différent, puis que même visiblement, il y a quand même certaines lignes directrices qui se voient un peu. On dirait que les filles dans certains des troubles sont sous-diagnostiquées, comme si on avait moins les outils pour détecter, en fait, potentiellement cette réalité-là, parce que ça se mêle à peut-être des manifestations plus généralisées et tout ça. Donc, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment intéressant. En plus, c'était super remuant parce qu'on se disait, oh mon Dieu, pauvre petite chouette. Les grandes émotions, la grande anxiété de se dire, d'être toute seule avec cette espèce de sentiment-là de comme incompétence, entre guillemets, se sentir incompétence, évidemment, c'est pas parce que tu es incompétente, mais se sentir pas capable de s'atteler à la vie, pas oser en parler aux parents, avoir des parents qui ont des perceptions différentes, le père qui est un peu plus comme en réaction, puis la mère qui est un peu plus en mode compréhension. On a juste le goût de la prendre dans nos bras, cette jeune fille-là. Puis c'est très lumineux quand même. Donc oui, on passe par plein d'émotions, par plein de questionnements, par plein de doutes. Mais évidemment, dans ces collections-là, ce qui est intéressant, c'est que il y a toujours une pointe une lueur, une pointe d'espoir. C'est pas nécessairement rose bonbon, mais c'est souvent le personnage principal qui prend la décision de prendre le contrôle sur sa propre vie, sa propre perception des choses, peu importe l'intensité de ce qu'il ressent ou ce qu'on pourrait percevoir comme étant quelque chose d'insurmontable ou de grave, par exemple, dans ce cas-ci, mais aussi, par exemple, dans d'autres ouvrages où on abordait le suicide chez un proche, le racisme au quotidien et tout, puis de se dire, ben voyons, ça se peut quasiment pas qu'un ado prenne cette décision-là, mais en fait, je trouve que ça leur donne, c'est tellement intéressant, c'est que ça donne ça fait vraiment renverser le côté de bien, il y a une situation, il y a quelque chose qui se passe, puis c'est toujours je peux décider de l'avoir sous un angle, puis de prendre des décisions, puis de prendre des actions par rapport à ça, par moi-même aussi, tout en, évidemment, ayant un entourage puis des outils pour le faire. Donc, c'est toujours un peu ça, cette espèce de collection-là. Mais je trouve tellement que c'est toujours juste puis authentique, simple, mais pas simpliste. Donc, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé ça. Ça m'a touché beaucoup, beaucoup, celui-là particulièrement. Donc, je vous le conseille vivement à tous âges. Et puis, ben voilà, c'est donc ma petite lecture de train. Comme vous avez pu voir, j'étais en déplacement, donc voilà. Et ben là, sinon, je suis en train de lire finalement en livre audio. Je suis en train de lire et finalement The Martian Chronicles de Ray Bradbury. Et c'est très particulier. J'aime vraiment beaucoup ça. On est comme dans... Bien, avec la préface, c'est intéressant qu'est-ce que ça nous dit, mais je vous avais lu quand même le début, c'est que c'est vraiment... On est dans un roman qui met en lumière l'exploration de Mars par les humains
sur une longue période de temps sous la forme de nouvelles ou de short stories, de petits opuscules. Et ça se passe, c'est tellement surprenant. Il y a toujours un espèce d'effet justement de... un effet de surprise vers la fin à chaque fois qu'on pense qu'on peut percevoir les choses d'une certaine façon. Après ça, finalement, ce qui se passe, c'est qu'il se passe un revirement de situation. Puis c'est vraiment, ça nous prend, ça nous saisit. Mais en même temps, la réflexion jusqu'à maintenant est super intéressante. On n'est jamais trop sûr. On n'est pas trop sûr qui est les bons, puis qui sont les bons, qui sont les méchants. Est-ce que finalement tout le monde est un peu les deux? Est-ce qu'il faut vraiment aller explorer sur Mars? Est-ce que c'est quelque chose qui existe depuis longtemps ou pas? Puis la plume est super. Puis c'est vrai, dans la préface, dans le fond, Ray Bradbury disait qu'il s'était fait dire qu'il était un peu un poète. Mais oui, c'est comme de la poésie de science-fiction, un peu, je pense. En tout cas, jusqu'à maintenant, ça me fascine. Je pense pas que je vais être capable de lire un autre livre en même temps, finalement, parce que c'est vraiment prenant. Puis j'ai pas l'impression que je pourrais nécessairement faire cohabiter ça avec un autre univers fictif à part des petits opuscules comme Mon tourbillon invisible. Mais c'est correct, il n'y a pas de souci. C'est pas très long de toute façon. Je vais peut-être le faire avancer aussi en livre papier. Donc, je pense que je suis rendue plus loin que ça de toute façon, que je suis rendue à peu près ici, dans le fond. Donc, j'ai quand même abordé une bonne partie du livre. Je vais y arriver. Chaque fois que je fais ça, on ne voit pas finalement. Ah, comme ça peut-être. Donc, j'ai bien hâte de poursuivre ça. Alors, je vous tiens au courant au fur et à mesure, évidemment, de mon évolution dans ma lecture. Mais jusqu'à maintenant, c'est un bon choix. Je vais être dans une bonne semaine, je pense. Je ne sais pas si je vais arriver à lire Le Cimetière de la mer, mais je pense que je vais au moins lire The Martian Chronicles. Peut-être les deux petits opuscules, donc Mon tourbillon invisible, peut-être la to-do list, je vais voir, ou des romans graphiques. On verra bien. Mais je vous tiens au courant. Allez, à tout bientôt! Hey coucou! Alors, je vais vous parler ce soir de deux lectures. Ma lecture audio que je viens de terminer, mais je vais commencer par un petit album que j'ai découvert grâce à Alex Bouquet dans Prada quand même. On en avait parlé, ça fait un petit moment, je pense, dans ses vlogs, je me souviens plus trop. C'est un album jeunesse. Ça s'appelle Petit Bonheur de, je vais prononcer le nom tout croche, je suis désolée, Yue Zhang. Et c'est je crois que c'est chez École des loisirs. Et en fait, j'ai lu la quatrième de couverture. Je ne sais pas si... Oui, la quatrième de couverture est pas trop... Elle divulgage pas trop, mais de toute façon, c'est un album jeunesse. Je vous lis ça tout de suite, puis après ça, on en parle. Chaque année, la veille du Nouvel An chinois, la fée de la Lune donne à tous les petits bonheurs le pouvoir magique de porter chance. Ils s'envolent ensuite vers la Terre pour dispenser leurs bienfaits. Cette année, l'un d'eux, endormi, est arrivé en retard à la distribution. Il décide de partir quand même, en se demandant si quelqu'un voudra d'un petit bonheur dépourvu de magie. Donc, ça part super bien et évidemment, on va suivre ce fameux petit bonheur-là. Je vais mettre juste quelques premières pages ici en haut, là, dans le fond, pendant que je parle. Mais dans le fond, ce petit bonheur-là va décider d'aller malgré tout sur la Terre, comme c'est indiqué. Et il va essayer de trouver un endroit où il n'y a pas encore de petit bonheur avec magie qui est là. Donc, on est vraiment évidemment dans un album jeunesse qui est un peu comme un conte qui fait référence, dans le fond, j'imagine, à des contes traditionnels qui ont rapport au Nouvel An chinois. Je ne m'y connais pas beaucoup, mais ça me donne l'impression que ça tourne autour de peut-être une espèce de mythologie que je ne connais pas trop. Bref, ce fameux petit bonheur-là, il cherche, mais toutes les maisons ont un petit bonheur magique. Puis il est comme rendu un peu désespéré, puis il finit par aller dans une section de la ville qui est un peu plus reculée. Puis il va rencontrer un petit renardeau qui est là, qui est avec son père dans un petit restaurant de soupe aux nouilles. Ça ressemble un peu à des soupes faux, là. Et puis, il décide en fait d'aller les voir. Puis, le petit renard commence à s'adresser à lui, il lui demande s'il est perdu et tout. Et bientôt, il va finir par lui offrir une bonne soupe parce que il voit que le petit bonheur a l'air un peu désemparé. Et
le petit bonheur va trouver la soupe tellement bonne qu'il va finir par trouver en lui un espèce de pouvoir qui va faire en sorte que ce fumet-là de soupe, il va être capable de disséminer à travers la ville. Puis là, la ville va enfin connaître ce petit restaurant-là qui était un petit peu oublié de tous. Et bon, après ça, il y a une petite morale sur le fait que le petit bonheur, c'est comme sa magie, c'est auto-déclaré parce que dans le fond, il a voulu faire le bien et tout, mais c'est super mignon. C'est Ça peut être un coup de cœur pour moi, c'est mignon. J'ai bien aimé quand même les illustrations, j'étais pas trop certaine, mais avec les deux petits renardeaux puis le petit bonheur, les petites le symbole que ça peut générer, vraiment, on dirait qu'on sent la soupe tellement ça a l'air bon quand il va répandre justement le fumet. C'est évidemment un renard un peu plus âgé puis un renardeau qui sont là puis qui ont enfin la chance qui vient avec eux autres. Puis en plus, après, c'est ce qu'on va voir dans le fond, c'est qu'ils vont pas nécessairement vouloir garder le petit bonheur juste pour eux autres. Donc, tout ça, comme je vous dis, il y a une petite morale, c'est bien sûr pour les tout petits, mais je trouvais que ça ouvrait beaucoup, en fait, pour moi qui est peut-être pas familière, peut-être que c'est une histoire traditionnelle, je sais pas du tout. S'il y en a qui le savent, faites-moi signe dans les commentaires. Mais pour moi, ça ouvrait vraiment la porte à l'imaginaire. C'était super bien fait. C'est vraiment comme un petit conte philosophique, mais vraiment pas lourd de messages soulignés à grands traits. Oui, comme adulte, on les perçoit, mais je pense qu'un enfant peut y voir vraiment qu'est-ce qu'il a envie. Donc, j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Une bonne petite lecture, si jamais c'est quelque chose qui pourrait vous tenter. Pourquoi pas le faire découvrir à des enfants dans votre entourage ou même juste pour vous, hein, n'est-ce pas? Donc, voilà, Petit bonheur chez l'École des loisirs de Yo Sang. Voilà. Ça, c'est le petit album que j'ai découvert parce que Alex Bouquin en Prada en avait parlé. C'était pas encore sorti au Québec. Puis là, comme c'est sorti il y a pas longtemps, ben, j'ai eu l'opportunité de pouvoir le lire en passant. Sinon, eh bien, écoutez, j'ai terminé tout juste, en fait, parce que j'ai juste de terminer cette lecture-là audio. Le fameux de Martian Chronicles de Ray Bradbury. Et ma foi, c'est un coup de cœur complet. J'ai été complètement soufflée par ce roman-là. En fait, c'est un recueil de nouvelles, mais dans le fond, le fil rouge, comme je vous disais, comme j'avais un peu pressenti, le fil rouge est tellement fort, entre guillemets, que j'avais pas du tout l'impression que c'était un recueil de nouvelles. Donc, ben, je ne pourrais pas vous en dire beaucoup plus, mais tout ça, à part vous dire que, en fait, ces nouvelles-là ont en effet un fil rouge et c'est à la fois la planète Mars, mais surtout l'évolution de l'humain. Et ça utilise cette espèce d'excuse-là des habitants sur Mars, puis c'est selon une chronologie. On va suivre quand même, je ne sais pas si j'ai les années, ça va s'étendre de janvier 2030 à octobre 2057. Et quand même, il y a quelques petits retours en arrière dans certaines des histoires, c'est-à-dire que il y a pas des retours en arrière, mais on déduit un peu qu'est-ce qui aurait pu se passer sur Mars avant que l'exploration humaine arrive. Et ce qui est intéressant, surtout, c'est bien entendu que c'est inusité, c'est surtout très déstabilisant parce que oui, ça se passe sur Mars, mais c'est vraiment une planète Mars que les humains ont essayé de faire comme à l'image de la Terre pour pas être trop dépaysés. Puis il y a encore des Martiens. Puis il y a énormément de parallèles, puis c'est sans doute très voulu, là, dans le fond, sur euh, la conquête, l'espèce de colonisation, dans le fond, la notion de colonisation. Arriver à un endroit, s'approprier l'espace, même s'il y a des gens déjà qui sont là, par exemple, là, c'est les Martiens. Qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi l'impact que ça a quand on arrive? Non seulement il y a un impact qui est volontaire, il peut avoir un impact involontaire. Dans certaines histoires, on va voir qu'est-ce qui se passe avec les Martiens, en fait, et en quoi l'arrivée de l'humain a pu avoir un impact, à part le fait qu'évidemment, il y a le côté colonisateur de extermination en arrivant de ceux qu'on voit, mais bref, j'en dirai pas plus parce qu'il faut vraiment découvrir comment ça s'articule. Et il y a aussi un référent à, écoutez, puis c'est sorti en 1950 quand même, à ce que l'humain fait de la terre sur laquelle il vit, c'est-à-dire comme à quel point il peut bousiller tout finalement, que ce soit au niveau écologique, il y avait un petit fond d'écologique, mais c'est surtout aussi
avec les guerres, comment là, on était vraiment dans une époque comme 1950, là, dans le fond, avec la menace des guerres nucléaires. Donc, comment ils peuvent complètement bousiller une planète. Puis là, dans le fond, ben, ils vont décider soudainement d'aller sur Mars en se disant que la Terre, c'est plus intéressant et tout, puis ils vont se mettre à coloniser Mars. Puis dans chacune des histoires, ça va être des personnages différents. En même temps, entre certaines nouvelles, il y a certains personnages qui vont revenir un peu plus tard, parce que comme on est sur une ligne de temps. C'est super intéressant parce que techniquement, c'est pas quelque chose qui est réaliste, mais en même temps, c'est tellement probable. Bon, ok, vous allez me dire que Mars, on pourrait pas nécessairement aller coloniser ça comme ça, sans crier gare, mais c'est un petit peu comme si on avait décidé d'aller coloniser la Lune, mais que la Lune, on était un peu tanné, puis que c'était aussi, on était aussi déterminés, puis aussi avancé au niveau de la technologie pour aller coloniser Mars. Puis c'est ce qui est surtout intéressant, c'est les personnages qui sont là-dedans, l'humanité dans toutes ses nuances de bien et de mal, les questionnements que ça permet, comme je vous dis, aux colonisateurs et aux colonisés. Le rapport à la guerre, j'en ai déjà parlé, le rapport au deuil, ça va aborder vraiment plein de thèmes. En même temps, c'est savoureux parce que ça a quand même des structures de nouvelles, parce que ce sont des nouvelles en fait, donc ça veut dire que dans la plupart des histoires, à part peut-être les comme 4-5 dernières, où c'est un petit peu plus comme des courts récits, disons, mais dans les premières nouvelles, c'est vraiment des structures de nouvelles. Donc, c'est-à-dire qu'on a une mise en contexte, on apprend à connaître les personnages, puis à la fin, il y a une fin inattendue. Donc, c'est vraiment comme ça que ça se passe. Puis ça, c'est vraiment déroutant parce que ces fins inattendues-là, c'est pas nécessairement doux. Des fois, on est comme confronté un peu. En même temps, ce qui est particulier, c'est qu'on arrive à s'attacher à tous les personnages, peu importe les points de vue. Donc, c'est troublant parce que des fois, on va s'attacher à des personnages où on va peut-être trouver que certaines actions semblent justifiées dans le contexte alors que c'est des actions qui sont pas bien, pas bien moralement. J'ai adoré ça. C'est parfait. Je sais pas, mais c'est mon premier Ray Bradbury. Non, j'avais lu une short story de lui, Ray Bradbury, mais qui n'était pas dans celui-là. Je pense que c'était une short story qui était tirée de The Illustrated Men, il me semble que c'est ça. C'était ça? Oui, je pense que c'était ça. Puis, j'avais vraiment beaucoup aimé sa plume. Puis là, sa plume est extraordinaire. Sa créativité est très présente. Excusez, je suis un peu désarçonnée par le fait que mon chat explore tout, mais c'est pas grave, je vais faire comme si je la voyais pas. Donc, sa plume est extraordinaire. Son imaginaire est vraiment intéressant. Puis, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas besoin d'en faire tant que ça pour qu'on sente que c'est de la science-fiction, mais pour qu'on sente autant qu'on arrive à s'identifier parce qu'évidemment qu'on a beaucoup des personnages humains, mais qu'en même temps on se sent troublé parce que c'est pas si lointain de quelque chose qui pourrait se passer. La structure proposée, l'idée du recueil de nouvelles avec un fil rouge très important, avec une certaine chronologie qui nous fait même douter de, en fait, un peu de qu'est-ce qui s'est passé, en fait, de l'histoire de l'univers. En fait, ça nous permet de remettre un peu en perspective potentiellement l'histoire de l'univers. Et j'ai trouvé ça excellent. Il y a même une petite allusion à ce que je pense être Fahrenheit 451 parce que il y a une nouvelle qui fait un peu référence à ça, quelque chose qui s'est passé sur Terre puis qui justifierait potentiellement une des nouvelles qui est là. Mais je pense que oui. Mais j'ai pas lu Fahrenheit 451, mais ça fait référence en tout cas à quelque chose qui s'est passé sur Terre où des livres ont été brûlés en grand nombre. Puis évidemment, c'est la prémisse de Fahrenheit 451. Tout ce que j'ai le goût, en fait, maintenant, c'est de lire ce roman-là et de lire d'autres Ray Bradbury. Je l'ai lu en langue originale. Mais je pense pas que ce soit problématique. Je sais pas c'est quoi, à quoi ressemble la traduction, mais je vous dis, ça vaut vraiment le coup. Puis même si vous n'êtes pas nécessairement, moi j'aime beaucoup la science-fiction, mais c'est plus comme un roman d'anticipation, entre guillemets, qu'autre chose. Oui, techniquement, il y a des martiens, mais on n'est pas dans l'idée cliché des martiens qu'on pourrait avoir dans les films. C'est surtout une réflexion sur l'humanité. Fait que même si c'est pas nécessairement votre tasse de thé, je vous dirais, essayez-le. C'est tellement parfait. Donc voilà, coup de cœur total pour The Martian Chronicles de Ray Bradbury. Et j'ai terminé ça. J'ai donc plus de lecture audio. Puis je sais pas ce que je vais faire parce que
J'ai une autre lecture audio qui m'attend, c'est le P.D. James dont je vous ai parlé, que j'aimerais lire parce que, mettons, si j'avais pas... J'aimerais ça le lire, sauf que c'est quelque chose que je peux faire cohabiter avec Le cimetière de la mère d'Aslak Nord, puis j'aimerais vraiment ça beaucoup le lire. En même temps, j'ai d'autres livres qui arrivent à la bibliothèque que j'aimerais beaucoup lire aussi, donc je sais pas ce que je vais faire. Soit que je le commence demain à Slack Nord, puis demain j'ai congé, donc puis je me lance là-dedans, puis ça va être ma lecture papier, puis j'essaie juste de ne pas multiplier les lectures. Il faudrait que je me trouve une autre lecture audio pour les trajets en voiture, ou alors peut-être des podcasts, je sais pas, on va voir. Je pourrais faire ça, puis me dire que ça va être ma brique, mon autre brique, puis peut-être que je pourrais entrecouper ça de soit romans graphiques qui sont ici ou j'ai des mangas aussi que je vais aller chercher à la bibli. On va voir. Mais je sais pas trop. Fait que c'est juste que là, maintenant, ce que je sais pas si vous avez remarqué, mais c'était spontanément, en fait, que je me fais un peu comme des pièges à lire de semaine. En raison du fait que je vous lance toujours un vlog livresque en milieu de semaine, puis que je me disais qu'est-ce que j'aimerais lire et tout. Puis en vrai, ça m'a motivée, puis ça fait en sorte que souvent, j'arrive à lire ces livres-là parce qu'en fait, c'est dans mes envies du moment, puis ça change pas beaucoup au courant de la semaine, donc ça va. Puis, fait que j'aime bien faire ça. Puis celui-là, je l'avais mis là-dedans parce que je veux le lire, c'est juste que c'est une brique, puis là, il n'est pas en audio, puis je suis rendue tellement gâtée maintenant d'avoir les versions audio pour pouvoir au moins avoir le plaisir de ne pas décrocher, de ne pas être obligée de fermer mon livre alors que je pars en voiture pour aller au boulot. Ça me permet de continuer un peu le plaisir. Donc, c'est juste pour ça, mais c'est un livre quand même de 600 pages. Fait que je ne sais pas si je vais le commencer maintenant ou pas, mais bon, je vais arrêter de tergiverser là, puis je vais vous en parler de toute façon quand je vais avoir décidé. Mais voilà, je vais juste faire un petit coucou pour mes 2 lectures terminées. Alors, c'est ça. Sur ces bonnes paroles et selon cette luminosité un peu douteuse encore de soirée, on se dit à tout de suite! Hey, coucou! Alors, je vous prends en ce fameux lundi de congé qui, de notre côté, est soudainement devenu l'été. Du jour au lendemain, je vais surtout vous parler de ma lecture audio en cours. Finalement, j'ai vraiment tergiversé. Là, ça m'a pris plein de temps ce matin. J'ai essayé de regarder plein de possibilités parce que dans le fond, j'essayais vraiment de m'accrocher à mon idée de lire le fameux Aslak Nord dont je vous avais parlé. Puis là, j'avais aussi reçu la possibilité d'avoir le livre audio, la version audio du livre pour le club d'Alex Bouquin dans Prada. Puis là, j'avais comme le goût de lire quelque chose qui me tentait, mais j'étais pas sûre pour le livre d'Alex Bouquin dans Prada. J'ai essayé de faire d'autres emprunts de livres audio. Bref, à un moment donné, je me suis dit, bon, je vais commencer le livre audio de le fameux Brandon Sanderson que j'ai pour Alex Bouquin dans Prada. Je vais vous montrer dans quoi je l'avais mis parce que j'avais dit que j'allais l'utiliser. Donc, la pochette de Piketty Bookin, je l'ai mis là, même si ça n'a aucun rapport parce que c'est écrit Society of for Obstinate Headstrong Girls. Et je trouvais que c'était tout à fait d'actualité avec le livre pour le club de lecture qui est Tress of the Emerald Sea de Brandon Sanderson. Parce qu'en fait, c'est une héroïne qui est Tress et qui semble être assez obstinate et headstrong. Donc, je me suis dit que c'était très pertinent. Donc, vous n'avez pas lu la 4e de couverture, j'en ai juste parlé sommairement. Je vais vous lire juste le mini-résumé qui est super court, qui a été fourni par l'édition Le Livre de Poche. Puis, je vous reviens après. Sur l'île de Degan, surnommée Le Rocher, Tress, une jeune vitrière, est kidnappée par des contrebandiers et embarquée en mer. C'est le début pour elle d'une grande aventure et d'une nouvelle vocation de pirate. Donc, ça n'en dit pas vraiment beaucoup. Ce qui est un peu quand même en fond de tout ça, là, comme vous pouvez voir, on est vraiment dans du fantasy sur la mer. Mais ce qui est pas dit là-dedans, c'est que Tress est une vitrière, en effet, donc elle lave les vitres pour gagner sa vie. Elle vient d'une famille qui n'est pas trop fortunée. C'est quand même une jeune fille assez terre-à-terre, mais assez débrouillarde et tout. Et elle va rencontrer le jeune Charlie, qui est en fait le fils du duc de l'île, mais qui n'a pas nécessairement le goût de vivre une vie de royauté, donc il se fait passer pour le fils du garde-chasse. Mais bon, ils vont être très, très amis, mais très tôt, ils vont se rendre compte qu'en fait, ils s'aiment beaucoup, mais évidemment que Charles, le fils du duc, a
d'autres projets qui lui sont imposés, c'est-à-dire de se marier pour faire une alliance stratégique. Et son père, le duc, va décider quand il va se rendre compte qu'il y a un attachement potentiel entre Tress et Charlie, de quitter l'île tout simplement du jour au lendemain. Charlie et Tress, en fait, Charlie va promettre à Tress qu'il ne va jamais se marier avec quelqu'un d'autre qu'elle, mais il n'a pas vraiment le choix, puis qu'il va tout faire pour que son père soit découragé d'essayer de le marier de force, puis qu'à chaque fois qu'il va réussir à ne pas se marier, il va envoyer à Tress une tasse, parce que Tress est comme une fascination pour les tasses, pour lui prouver, une tasse de la région où il est, pour lui prouver qu'en effet, il continue à ne pas se marier. Tout ça va se dérouler pendant un certain moment et éventuellement, le duc va revenir et va annoncer le mariage de son héritier. Et Tress va finir par comprendre qu'en fait, son héritier, c'est pas du tout Charlie. C'est visiblement un neveu qui est devenu héritier soudainement. Et on comprend que Charlie a comme été mis de côté. Son père a dû se rendre compte un peu du subterfuge que son fils essayait de faire. Et il a été envoyé pour se marier avec la sorceress, la sorcière maléfique qui a tendance à attaquer tout le monde dans cette espèce de royaume-là où il y a entre autres 12 lunes. Et bien évidemment que c'est un peu comme une condamnation à mort. Donc Tress, ni l'une ni deux, qui en a un peu marre de vivre un petit peu sur cette île-là, qu'elle aime bien, mais qu'en même temps elle trouve un peu que ses limites, elle va décider de partir à la recherche de Charlie pour le sauver des griffes de la sorcière. Puis, ben voilà. Donc, elle va partir, mais pour partir de l'île, il faut absolument la permission du duc, donc du roi. Et Tress va essayer de s'embarquer de façon illégale sur un bateau en faisant comme si elle était une inspectrice des cargaisons. Malheureusement, elle ne va pas nécessairement tomber sur le bon bateau. Donc, en effet, elle va être tombée sur un bateau de contrebandier. Et il va s'en suivre plusieurs péripéties et qui va faire en sorte qu'elle va finir par se retrouver au sein de pirates pas comme les autres. Et évidemment, on est là-dedans. Donc moi, j'ai commencé tout juste, mais ça se lit tout seul. Je suis déjà rendue à la page 107 sur 365, donc ça va assez vite. D'ailleurs, je me demande s'il va vraiment se passer quelque chose, parce qu'en date, on est vraiment dans la mise en contexte. Donc, j'ai lu, dans le fond, ce qui était ici et il me reste ça à lire, avec le marque-page que Steph de Piketty nous avait envoyé également, en tout cas de mon côté, pour la commande de la pochette. Mais je trouvais que ça allait quand même bien, vu qu'il y a comme plusieurs lunes sur ça, puis c'est du fantasy. Voilà, donc jusqu'à maintenant, qu'est-ce que je peux vous dire? Je m'attendais zéro à ce type de plume-là. C'est vraiment délicieux. C'est vraiment déjanté. C'est du fantasy qui se prend pas vraiment au sérieux. C'est super intéressant parce que on va suivre en fait l'histoire selon l'angle de Tress, puis après ça selon l'angle de quelqu'un qu'on sait pas c'est qui, mais on pense que c'est le narrateur, mais c'est peut-être un personnage qu'on n'a pas encore vu. Et également, il va y avoir des personnages assez singuliers que Tress va rencontrer, dont un rat qui parle, qui s'appelle Huck, et qui va devenir un peu son complice. Tout est savoureux là-dedans. La galerie des personnages complètement saugrenus. Le fait que jusqu'à maintenant, c'est presque juste des capitaines, des capitaineresses de bateaux, qui sont là, puis qui sont pas particulièrement accommodantes, disons. Je trouve ça super cool, en fait, que ce soit pas un enjeu. En fait, il n'y a pas d'accent qui est mis là-dessus. C'est juste que, dans le fond, dans les équipes que va rencontrer Tress à date sur les bateaux, il va y avoir toutes sortes de monde et même toutes sortes de créatures en tant que telles. Donc, la différence de genre n'est pas vraiment majeure, mais je trouve ça quand même cool. Puis, en fait, c'est que le ton est tellement comique. C'est vraiment comme une narration ironique un peu. Il y a des blagues qui brisent le quatrième mur. On interagit avec le lecteur directement. Ça m'a un petit peu fait penser à du Neil Gaiman mélangé avec du Fab Caro. Bon, c'est peut-être un peu niché, mais bref, Neil Gaiman est quand même quelqu'un qui fait des petits clins d'œil finalement au lecteur pendant ses lectures, souvent sans nécessairement briser le quatrième mur, mais des fois, c'est pas toujours uniquement triste ou uniquement fantastique. Il y a souvent des mélanges de genres. Puis, dans ce cas-ci, c'est ça qui va se passer. Puis Fab Caro, si vous ne le connaissez pas, qui est en fait Fabrice Caro, qui écrit sous le nom de Fabrice Caro, il y a une plume vraiment qui est dans l'absurde et l'ironie, mais en même temps, on y croit.
Donc, c'est un peu ça pour moi, Brandon Sanderson. Mais en fait, c'est mon premier Brandon Sanderson. Tout le monde le connaît sans doute depuis longtemps. Moi, j'arrive tardivement là-dedans. Puis, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais à me dire, bon, ben c'est pas trop long, c'est du fantasy, ça va être de l'aventure avec une héroïne qui a l'air de pas avoir froid aux yeux. C'était correct, mais là, je suis vraiment crampée. J'écoute j'écoute le livre audio, puis j'ai tout seul, en fait, dans la voiture ou pendant que je vais faire mes entraînements. Là, je l'ai commencé tantôt quand j'avais une grande marche à faire et tout. Puis voilà, donc jusqu'à maintenant, ça me plaît vraiment bien. Je vais voir ce que ça va donner pour la suite. Mais très bon choix de lecture, finalement, que j'ai fait un peu par défaut, puis j'ai bien fait, finalement. Sinon, ben, je suis allée à la bibliothèque parce que j'ai reçu comme pas mal toutes mes réservations en même temps. Alors, ben voilà, ça va ressembler à ça. Et je vais vous montrer ça assez rapidement, ben, le mieux que je peux. On verra bien de toute façon combien de temps ça va prendre. Tout d'abord, j'ai décidé de me lancer finalement dans une série de mangas que j'avais vu passer un peu sur BookTube, que j'ai revu il n'y a pas longtemps chez le compte La Chouette Bibliothécaire sur Instagram. D'ailleurs, si vous ne la suivez pas, c'est vraiment un super compte à suivre. Elle fait des chronilistes qu'elle appelle, qui sont des chroniques sous forme de liste, un peu de points, puis c'est super cool à lire des livres, puis il y avait juste comme les points majeurs, puis souvent on va mettre des lectures similaires. C'est une bibliothécaire, donc mais je l'ai vu passer il n'y a pas longtemps, je pense que chez elle, puis ça m'a redonné le goût de le lire. Donc en gros, Le Gros Chat et La Sorcière Grincheuse, ici, et c'est de Hiro Kashiwaba chez Doki Doki. Puis je vais vous lire la quatrième du premier tome, évidemment je ne vais pas lire le second tome non plus. Donc, allons-y. Elle croyait avoir connu le pire lorsqu'elle avait vaincu le roi démon, mais elle vient d'invoquer un gros chat têtu. Jeanne est une vieille femme solitaire qui vit recluse au fin fond d'une forêt d'un monde fantastique. Elle qui a autrefois vaincu le roi démon grâce à ses pouvoirs de sorcière, vit aujourd'hui dans l'oubli le plus total. Pire, elle est considérée avec méfiance et dédain par tous les villageois. Pour briser sa solitude, elle décide un jour d'invoquer une créature d'un autre monde. Et cette créature qui vient d'apparaître ne vole pas et ne crache pas du feu comme son dragon de compagnie d'antan. Il s'agit d'un gros chat particulièrement mignon, mais qui n'en fait qu'à sa tête. Voici l'histoire d'un matou mouse et d'une sorcière grincheuse qui va voir les réminiscences du passé frapper à sa porte et bousculer son existence. Je trouve que ça a l'air vraiment chouette, vraiment. Je sais pas, même pas ce que ça a l'air à l'intérieur. C'est très mangaesque de toute façon, mais quand même, je vais montrer peut-être une planche ou deux. Ça a l'air vraiment excellent. Puis je pense qu'ils sont rendus au tome 3. Je vais voir. Alors voilà, comme j'avais accès au tome 1 et 2, j'ai décidé de prendre les deux en même temps parce que bon, souvent, si jamais j'aime ça, j'aime bien poursuivre l'histoire des mangas, surtout que souvent, le premier tome, c'était un tome de mise en place. Donc, sinon, j'ai eu accès à quelque chose que j'ai un peu peur de découvrir parce que c'est moins dans mon genre, mais quand même, c'est du québécois. Et c'est un roman écrit à quatre mains par Marie-André Arsenault et Gabriel Saint-Germain chez Québec Amérique. Et c'est, avec l'angle, Ce qui disparaît. Et donc, c'est dans la collection Titan Plus, je pense. Je me souviens plus c'est quoi, là. Je le vois pas parce que les étiquettes ont caché ça, mais collection Titan. Et je voulais la quatrième de couverture. Un vendredi soir, un élève du collège Sainte-Anne joint les services d'urgence. L'appel provient de l'intérieur des murs du collège. Très rapidement, on réalise que l'amoureux de Romane est disparu. Pourquoi lui plutôt qu'un autre? Nadine Saya, enquêteuse, s'enfonce alors au cœur d'une histoire aux racines profondes. En effet, un drame est survenu au même endroit 50 ans plus tôt. Tandis que Romane est rongé par les remords, plusieurs vies se trouvent menacées. Donc, je vous dis, c'est moins mon genre, mais là, maintenant que j'ai lu le dernier, le Sophie Gagnon-Roberge, Petit meurtre entre amis, soudainement, je me sens complètement capable de lire des choses comme ça. Non, mais c'est Marie-André Arsenault, je l'avais connu plus pour ses albums jeunesse, puis ça m'intriguait vraiment de voir qu'est-ce qu'il avait fait avec cette prémisse-là. Donc, celui-ci qui est du ado. Ensuite, un livre qui a été comme encensé par Fluent Books et plein de booktubers que je suis, et d'une autrice que j'ai jamais lue parce que je voyais qu'elle faisait plus comme de la comédie romantique, disons, puis c'était un petit peu moins mon genre. Mais là, les deux derniers qu'elle a fait, c'est quelque chose qui me parlait potentiellement. Donc, le dernier qu'elle avait fait, je pense que c'était Les épouses parfaites, l'avant-dernier. Il me semble que c'était ça. Les mauvaises épouses. Là, celui-ci, c'est La double vie de Dina Miller, de Zoé Brisby.
Et donc, c'est chez Albin Michel. Et je voulais la 4e et vous allez comprendre pourquoi ça me plaît. Qui pourrait croire en voyant cette jeune femme gracile qu'elle vient de tuer l'un des plus grands criminels? 1961. En pleine guerre froide, Kennedy lance le programme Mercury, point de départ de la conquête spatiale. Huntsville, Alabama, bat au rythme de son centre spatial et de la toute jeune NASA. Dans le quartier huppé de Rocket District, où vivent les scientifiques et leurs familles, Dina Miller s'installe avec une mission, faire justice. Si les jolies maisons aux façades colorées et au gazon immaculé sont parfaitement entretenues, elles cachent pourtant bien des secrets. Ces brillants chercheurs qui œuvrent au futur radieux de l'Amérique, citoyens exemplaires, époux et pères de famille respectables, sont-ils aussi irréprochables qu'ils le prétendent? Ça a l'air vraiment excellent. Bon, j'ai peut-être trop d'attentes, mais ça me dit bien. Puis Fluent Books a vraiment beaucoup apprécié ça. Puis habituellement, Fluent Books, elle aime les livres bien écrits. Donc, ça me conforte quand même dans tout ça. Donc ça, j'avais vraiment hâte, puis il était déjà sorti en Europe, puis j'ai résisté pour ne pas me l'acheter pour être raisonnable. Puis on vient de le recevoir et j'ai accès grâce à la Bibli. Alors, celui-ci. Ensuite, ça, c'est juste que je l'ai vu passer d'ailleurs. Je pense que c'est Fluent Books, petite lectrice, qui le lise en ce moment. Mais ça fait un bout que c'est sorti, c'est pas nouveau. Ça faisait longtemps que je voulais lire, il était dans mes livres audio à lire potentiellement quand j'avais accès à une application que j'ai plus accès maintenant pour avoir des livres audio. Puis là, ben, ça m'a vraiment donné envie de le lire complètement. Donc, ça serait une première fois pour moi aussi. Et c'est un livre de Henry Levendrock. Et c'est Les Disparus de Blackmore. C'est chez XO Éditions. Et je vais vous lire la 4e de couverture, mais juste à l'arrière, ça dit que c'est un thriller palpitant et mystérieux dans la lignée de H.P. Lovecraft et d'Agatha Christie. Je ne sais pas comment on peut vraiment mixer ces deux plumes-là, mais c'est pas grave. Alors, c'est parti pour la 4e. Octobre 1925. À Blackmore, une île coupée du monde au large de Guernesey, meurtre et disparition sèment la terreur. Alors que la police piétine, Lorraine Chapelle, première femme diplômée de l'Institut de criminologie de Paris, est appelée en renfort. Cette cartésienne irréductible va devoir mener l'enquête aux côtés d'Edward Pierce, un Britannique spécialisé dans les sciences occultes qui se présente comme détective de l'étrange. Ensemble, ils affrontent les plus sombres secrets de Blackmore. Les statues énigmatiques disséminées sur l'île, la rumeur d'un culte maléfique qui sévirait dans l'ombre, et ce vent lancinant, le murmure des brumes qui ne cesse jamais. Entre mensonges et confidences, ce duo improbable devra démêler le vrai du faux dans une course contre la montre diabolique. J'ai tout le goût de les lire en même temps. Puis là, celui-là, je pense que je pourrais avoir accès à un livre audio, mais ce serait un peu complexe, mais je pourrais y avoir accès. Mais La double vie de Dina Miller, Ce qui disparaît, non. Les mangas, bien évidemment, non. Puis celui-ci, ce sera un peu plus compliqué. Fait que c'est tous des livres que je veux lire, dont, en plus, avec l'autre livre papier que j'ai. Mais il faut que je travaille 5 jours sur 7. Je ne sais pas comment je vais faire ça, mais c'est pas grave. Je suis bien enthousiaste. Et enfin, j'ai reçu finalement, j'ai choisi ici de prendre le roman graphique Les Royaumes muets. C'est de Séverine Gauthier et Jérémy Almanza. C'est dans la collection Métamorphose et c'est aux éditions Oxymore. Et ça a l'air un petit peu Tim Burtonesque. Je vais ouvrir la 4e, puis je vais montrer peut-être quelques planches après. Une citation d'abord. « Je connais la mort. Je l'ai rencontrée l'année de mes 12 ans. Elle est différente de ce qu'on en dit généralement. Plus froide, plus sombre et voleuse. » Après la visite inattendue de 2 squelettes collecteurs de dernier soupir, Perséphone et son voisin Victor, récemment décédés, sont entraînés dans une course effrénée contre le temps à travers les royaumes muets sur lesquels règne la mort elle-même. Ça a l'air un peu sombre, je ne sais pas si je vais aimer ça, mais c'était les visuels qui m'avaient intriguée. Ça faisait très... ouais, c'est ça. Regardez. C'est vraiment cool, la composition graphique. Puis je pense qu'on joue beaucoup avec la colorimétrie. Wow! Donc, c'était pas tant parce que c'était mon genre, mais c'était quand même en raison du fait que les illustrations m'avaient un petit peu intriguée. Et c'est pour ça que je me suis lancée. Alors voilà pour ce fameux book haul de bibliothèque qui m'a coûté 0 sous, mais qui me remplit de joie. Donc, future lecture dans les prochains vlogs potentiellement. J'ai du pain sur la planche, comme on dit, mais c'est pas grave. Puis sinon, en attendant, de toute façon, je vais continuer mon fameux Brandon Sanderson
avec plaisir, je dois dire. Je suis déjà rendue au tiers, puis j'ai bien hâte de voir qu'est-ce qui va se passer. Je pense que ça fait partie d'une série, mais ça faisait partie du cycle des livres secrets, je pense. Puis je sais pas si c'est tout. Dans le fond, c'est peut-être 4. Je pense qu'il y a 4 livres qui sont sortis, des inédits, dans ce cycle-là. Puis je pense que ce sont 4 livres qui ne reprennent pas les mêmes héros, mais qui se passent dans les mêmes mondes. Je suis pas sûre. Mais bref, de toute façon, je suis pas rendue là. Je vais commencer par lire ça là, mais j'aime tellement la plume. Voilà. Alors, c'était mon moment enthousiaste du lundi. Alors, sur ce, je vous reprends dès que je vais avoir terminé potentiellement Tress of the Emerald Sea. Puis pour pas que ce soit nécessairement un vlog à rallonge, ben, je vais peut-être lire celui-là, puis peut-être que je pourrais lire les deux mangas puis vous en parler. Comme ça me ferait un petit vlog sympathique. Puis pour les autres, il faudra attendre la prochaine fois. Allez, on se voit bientôt! Hey coucou! Alors, je vous reprends une dernière fois pour ce vlog parce que j'ai terminé Tress of the Emerald Sea de Brandon Sanderson. C'est aux éditions... Je me souviens jamais c'est quelles éditions. C'est aux éditions Thor. Et c'est en version originale que je lis. J'ai emprunté à la bibliothèque et je viens de voir qu'à l'entrée, il y avait même une illustration de celle qu'on croit être Tress, mais j'admets que je la voyais pas comme ça. Je vais quand même vous la montrer. Mais je sais pas, hein? Est-ce que je la montre? Je vous laisse faire vous-même. Non, je vais vous laisser vous-même l'imaginer. Donc, Tress of the Emerald Sea de Brandon Sanderson. Et c'est un coup de cœur total. Et c'est vraiment surprenant en ce qui me concerne parce que c'est pas du tout mon genre de prédilection. Mais je pense que je sais un peu pourquoi j'ai vraiment aimé ça. Donc, comme je vous disais, c'est officiellement du fantasy. Donc, je vous ai un petit peu plus parlé de l'histoire. Je ne pourrais pas vous en dire beaucoup plus parce qu'évidemment que une fois que Tress est devenue une pirate, ben il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Premièrement, par rapport à sa quête personnelle, donc la recherche qu'elle a de son fameux amour Charlie, mais aussi une quête d'identité par rapport à elle-même. Une belle découverte de l'équipe avec qui elle va évoluer sur ce fameux bateau-là. Mais ce qui m'a marqué, bien, dans le fond, c'est que il y a des revirements de situation jusqu'à la fin, entre autres avec le narrateur omniscient, donc celui qui raconte l'histoire, c'est celui qui interagit avec le lecteur, qui est un peu coquin, qui arrête pas un peu de nous bousculer, de nous faire des petites blagounettes, de justement déconstruire un peu peut-être, avant même qu'ils arrivent dans notre cerveau, les peut-être potentiels préjugés qu'on pourrait avoir par rapport au genre du fantasy. Donc, c'est vraiment un fantasy comique. C'est un fantasy où il y a de l'aventure et énormément d'humour. Ça se prend pas au sérieux, mais en même temps, c'est hyper prenant, c'est hyper crédible. C'est vraiment... Je voulais savoir qu'est-ce qui allait se passer. Je l'ai écouté en audio jusqu'à peu près 60%, puis après ça, je l'ai dévoré complètement en papier parce que je voulais vraiment savoir qu'est-ce qui allait se passer, puis je m'attendais pas à ça. Ça m'a quand même un petit peu fait penser, mais là, je sais pas qu'est-ce qui a été écrit avant, là, potentiellement, mais à la série Steam Sailor de... Je me souviens plus son nom. Je vais vous mettre E.S. Green. E.S. Green, je pense, Steam Sailor, chez Gulfstream que j'avais lu, qui était, c'est pas du tout pareil, mais il y a un petit peu le côté de une jeune femme qui est en mode d'émancipation un peu d'elle-même, puis qui finit par se retrouver parmi les pirates. Dans ce cas-ci, elle, c'est dans le ciel, mais de cette fois-ci, c'est sur des eaux de sport. C'est quand même un sport S-P-O-R-E-S, pas sport activité physique. C'est un monde qui est assez particulier. Comme je vous disais, il y a 12 lunes. Il y a 12 océans. Puis c'est pas des océans d'eau. C'est un monde où l'eau, en fait, peut être problématique parce que, en fait, tous les océans sont faits en sports qui viennent des lunes. Et ces sports-là sont activés par l'eau. Ils font pousser des espèces de vignes et tout ça. Donc, on est vraiment dans un univers qui est, dans ce cas-ci, vraiment fantasy. Mais le reste, on est vraiment plus dans les relations humaines régulières. J'ai vraiment adoré ça. Je pense que qu'est-ce qui a fait que j'ai aimé ça, c'est justement le ton qui est employé. Peut-être que les puristes de fantasy pourraient dire que c'est pas exactement du fantasy, c'est pas du
pure fantasy. On est vraiment dans un genre un peu hybride, mais j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Puis ça me faisait, comme je vous disais, un peu penser à Neil Gaiman quand même, dans le sens comme le ton qu'il y avait. Mais c'est vraiment poussé plus loin. J'ai beaucoup aimé la construction des personnages. Ils sont super originaux, les personnages. Il y a vraiment une belle variété. Puis comme je vous disais, il y a une belle représentativité. Ben, même si c'est des gens qui existent, des types de créatures qui n'existent pas, mais on sent qu'il y a quand même une belle représentativité. Puis c'est pas souligné à grands traits, c'est ce que j'ai aimé. Ça va comme de soi, on rencontre un personnage qui est d'une telle façon. Notre cerveau analyse ça peut-être comme étant différent, mais là-dedans, c'est pas nécessairement une problématique. Il y a énormément de personnages féminins forts, mais pas forts comme dans Imperméable. Il y a des personnages féminins forts qui ont des vulnérabilités, évidemment, comme dans la vraie vie. C'est sûr que le personnage principal de Tress, on pourrait dire que c'est un personnage candide. C'est une jeune femme, elle a 18 ans, mais c'est vrai que des fois, sa naïveté est assez impressionnante. Mais en même temps, ça m'a pas dérangé, dans le sens où j'avais l'impression peut-être qu'elle avait plus comme 14-15 ans. Mais en même temps, c'est sûr que le narrateur, on dirait qu'il souligne ça. Donc, le narrateur, comme il interagit avec le lecteur, il souligne les fois où Tress a l'air de prendre des décisions un peu de schnout parce qu'elle connaît pas ça, soit par le biais d'un dialogue avec un personnage qui va lui dire, ben voyons, tu connais pas ça, blablabla, ou justement dans la narration omnisciente. Ce qui fait que c'est comme si on sent que l'auteur est conscient que ces personnages sont faillibles, qui ont des traits qui sont pas nécessairement, comme là, dans le fond, Tress a supposément 18 ans, mais peut-être pas la maturité de 18 ans en même temps avec qu'est-ce qu'elle finit par faire finalement. Peut-être que oui. Il joue énormément avec ça, avec le lecteur. Il joue vraiment avec... on est toujours dans l'impossible, mais jamais dans l'improbable. Donc, c'est particulier parce que c'est un monde de fantasy. J'ai adoré ça. Donc, vraiment, là, pour moi, une découverte absolument inattendue pour moi, un coup de cœur absolu. Genre, j'ai mis un 5 étoiles, c'est assez rare que je mette ça dans du fantasy. Je l'ai lu en version originale, j'ai aucune idée qu'est-ce que la traduction a l'air. C'est le seul peut-être petit bémol que je pourrais vous dire. Si vous lisez en français, j'aimerais bien que vous m'indiquiez en commentaire comment c'était parce que c'est vraiment c'est une langue qui, je crois, ne va pas se traduire vraiment facilement parce qu'il y a énormément de jeux de mots. Donc, je ne sais pas ce dont a l'air la traduction pour Brandon Sanderson, mais si jamais vous pouvez lire en anglais, ça serait bien. C'est pas super... Ben, il y a des petits jeux de mots, fait que c'est sûr qu'il faut quand même assez bien connaître la langue, mais c'est pas non plus... c'est quand même un langage pas trop empoulé, donc c'est assez accessible. Donc, si vous voulez le tenter, pourquoi pas. Moi, je l'ai écouté en audio. Le narrateur était excellent en anglais. Je vais vous mettre quand même la petite vignette ici là, de la version audio que j'ai écoutée. En français, je sais pas qu'est-ce que le narrateur a de l'air, mais sinon, comme je vous dis, ça vaut le coup. Ça fait aussi partie d'un cycle de livres que j'ai lus dans l'arrière, dans la postface de l'auteur, qui ont été écrits pendant la pandémie, de ce que j'ai compris, et qui ont fait l'objet d'un projet de financement par les pairs, donc un crowdfunding, donc qui ont été comme un peu... Ça a été lancé de cette manière-là pour pouvoir les écrire, c'est ce que je comprends. Puis ça semble que c'est peut-être pas aussi typique de la plume de l'auteur habituel. Donc, je pense qu'on sent quand même que il se fait plaisir là-dedans. Il utilise des clichés, mais il souligne qu'il utilise des clichés. C'est vraiment méta. C'est vraiment une histoire dans une histoire. Un narrateur, un écrivain qui s'observe écrire. Mais c'est tellement désopilant, là. Vraiment, c'est parfait. Je vous dis, ça vaut le coup. Manquez pas ça. Moi, si je vous dis, là, je vais le remettre avec tristesse à la bibliothèque, mais je vais l'acheter, c'est sûr et certain. Ça me donne envie de découvrir les 3 autres du cycle des inédits. Parce que je pense que la plume va peut-être être dans un style qui va plus me plaire. Peut-être que le Brandon Sanderson régulier, c'est peut-être pas nécessairement dans ma table habituelle. D'ailleurs, si vous avez lu du Brandon Sanderson, pas ce cycle-là, dites-moi si c'est une plume qui est de toute façon assez humoristique puis qui a tendance à briser le 4e mur puis à pas nécessairement se prendre au sérieux, mais que c'est quand même super bien construit puis que les personnages sont vraiment bien développés. Je serais vraiment curieuse parce que j'aurais le goût de me lancer, mais j'ai pas non plus... C'est vraiment le côté du haut de ça, bien écrit, pas empoulé, humoristique puis haletant que j'aime de ce roman-là. Donc, c'est sûr que si les autres sont moins comme ça, peut-être que je vais être moins tentée. Alors, sur ces bonnes paroles, je vais clore le vlog ici parce que je ne veux pas que ce soit trop long. J'aurais eu peut-être d'autres lectures que j'aurais pu inclure, mais pour le moment, je vais m'en tenir à ce vlog-ci. J'espère que cette semaine-là, ça vous a plu.
Ben, si jamais vous avez des lectures à me proposer en lien avec ce dont je vous ai parlé, ben, gênez-vous pas pour vous manifester dans les commentaires si ça vous plaît. Et évidemment que les petits pouces en l'air, ça me soutient toujours quand même bien parce que ça permet d'avoir une meilleure visibilité sur YouTube avec les savoureux algorithmes. Mais sinon, de toute façon, vous savez que je fais ça, moi, parce que ça me fait plaisir de le faire, parce que j'ai vraiment un plaisir évident à vous en parler. Donc, d'ici à ce qu'on se revoit, ben, je vous souhaite des super lectures. Puis on se dit à la prochaine!